Salut et bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Sounds. Salut, moi c'est Dorothée Van Act, je suis consultante et formatrice en zytologie. Et aujourd'hui, on va parler sauvage. Ouais, on va parler bière sauvage, fermentation mixte, ça va être bien. Mais avant ça, l'actu du jour. Alors, l'actu du jour, vas-y, je te laisse commencer. On a vu sur Bière Actu du coup que Bud changeait de nom pour le segment France. Ils se sont fait accompagner de l'agence BETC et Grosse agence. le renaming c'est Bud. En gros, il n'y a rien qui change, c'est juste qu'elle va s'appeler Bud. Voilà. Donc il va y avoir plein de U à la suite. Et moi, ça me fait typiquement penser à Homer qui boit une Duff et qui fait avec son Ouais, gros bide en train de boire une bière comme un bon beauf, mais qu'on adore aussi. oui, c'est Donc, vrai. Avec son côté un peu mignon, sympa, peut-être rassurant aussi, parce qu'on c'est n'a pas ça. envie de lui ressembler à Donc, Homer. est-ce que c'est cool ou pas? Est-ce que moi, j'ai envie de dire que j'aime bien parce que c'est osé et personne plane, surtout en grande distribution. Il y a jamais de trucs ultra fun en fait. Donc C'est pas il faux, y a ouais. matière à parler Hmm. C'est pas faux. Après, ouais, tu disais ça t'évoque Homer Simpson. Moi, ça m'évoque le Waza, tu sais. aussi, ouais. Je le fais peut-être pas très bien, mais où en effet, il joue sur cette culture bof de ouf. Avec des mecs la main dans le froc, avec une hygiène douteuse et qui picolent toute la journée, tu vois. Et du coup, ils ont besoin de faire un revival, tu penses, Budweiser en tout cas, en France, je sais pas si je l'ai vraiment vu souvent, même en grande distribution, hein. C'est vraiment axé très américain, donc j'ai jamais trop fait attention à ça dans les rayons, pour être honnête. C'est-à-dire au rebranding, parce que là, celui-là, il est Non, éphémère, hein, juste à pour la le coup. marque en tant que telle, quoi. À Juste la à marque. Budweiser. On l'a toujours entendu, ou voilà, c'est toujours dans un autre coin de notre tête, mais c'est pas notre culture. En tout cas, c'est pas la mienne, Ouais. perso. Ouais, alors moi quand j'étais caviste dans une autre vie, en fait j'en ai vendu un peu parce que finalement la Bud n'est pas présente partout non plus, hein. Ça reste quand même le genre de bière, tu sais, c'est un peu voilà, c'est le segment des lagers industriels quoi. Mm. Donc tu mets ça à côté d'une Heineken, tu mets ça à côté d'une Amstel, sauf que là tu as le côté américain qui quand même rajoute, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne moi. Vu comme je vois la bière et comme je la consomme, ça rajoute un petit côté quelque part un peu quali, c'est marrant hein, d'ailleurs. Alors que c'est une bière finalement très traditionnelle. Alors pour la petite Mm. histoire d'ailleurs, aux États-Unis, la Bud s'appelle la Budweiser. En Europe, en fait, ils ont l'interdiction d'exploiter ce nom parce qu'en fait, ça fait référence à une bière beaucoup plus ancienne qui est la Budweiser Budvar. Qui est pas faite du tout pareil, hein, qui est une bière tchèque. Et donc, D'accord. bah, forcément, ça fait un peu une concurrence déloyale si quand tu as un géant américain qui arrive avec une bière qui s'appelle Budvar et que toi, t'es tchèque, alors ils font du volume hein, quand même hein, chez Budweiser Budvar. Et avec le même nom, bon, c'était un peu. Et puis le code couleur, quasiment le même, quoi. On est sur du blanc et du rouge. Ah ben là, il doit y Euh, avoir des questions juridiques ah, folles, mais il y a hein, pour le eu, il y coup. a eu, il y a eu. D'ailleurs, ça a été jugé en faveur de Budweiser Budvar, donc en faveur des Mm. Tchèques, ce qui paraît complètement logique sur un marché qui est leur, en fait, qui est le marché européen, quoi. Donc, c'est pour ça que la Bud s'appelle, la Budweiser américaine s'appelle Bud en France. Après, ouais, c'est rigolo. Le packaging, en fait, il change même pas. Ça, on est toujours sur la même construction Mm. d'étiquette. Il y a juste le Bud, tu vois. Juste le naming qui change. Mais ils ont fait pas mal d'actions dernièrement. Moi, je me rappelle ils ont acheté le nom de domaine beer.eth. Donc, ETH et Ethereum, c'est tout le côté crypto, etc. Donc, ils ont acheté ce nom de domaine-là et ils l'ont aussi collé sur une de leurs canettes pour faire parler. Alors, je sais pas si c'était un produit réel, mais il me semble que oui. Comme quoi, j'ai l'impression qu'ils sont vachement ils aiment bien jouer avec leur nom en fait et ils s'en cachent pas et des fois je trouve ça bien, ça fait un peu une marque organique, une marque qui se permet de triper sur son nom, de le changer. Enfin, quand on pense à une marque comme étant un humain,
Nous, on a des pseudos en fait dans la vie de tous les jours. On a des petits noms, on a des surnoms, on a des pseudos, on a notre vrai nom, on a plusieurs sous-noms. Donc pourquoi une marque ne pourrait pas se permettre de faire ça? Donc je trouve ça assez intéressant dans l'idée. Ça me fait penser à Diesel qui à l'époque avait fait des t-shirts avec une faute d'orthographe dans leur nom. Ah, Ils avaient marqué Diesel plutôt que Diesel et ils l'avaient vendu et puis ça avait fait un buzz. Mais en fait, c'était totalement voulu. C'était juste pour être fun et anticonformiste parce que c'était leur persona. Donc, donc c'est assez intéressant de penser au naming comme ça. C'est vrai Et ouais. on imagine mal une brasserie changer de nom ou même intervertir quand elle a des noms composés. Et pour autant, ça pourrait être intéressant et original à exploiter comme idée, ouais. Ouais. J'avais pas Il vu faut ça comme ça, une tu vois. sacrée équité au final. Faut vraiment avoir une notoriété de ouf pour faire ça. Mais, euh, mais bon, et Ouais. ça me fait penser aussi à Budweiser qu'on voit énormément dans la série Netflix Dahmer, un peu actuelle, le serial killer, là, Jeffrey Dahmer. Au final, je sais pas, peut-être qu'il buvait ça dans les années 60 ou je sais plus quand ça se passe, mais en tout cas c'était il y a longtemps. Mais il sort tout le temps une Bud avant de tuer une personne. Ah ouais? Et on le voit à chaque fois dans la série, il achète des buds, il en consomme tout le temps, il est alcoolique à la bud. Et alors je sais pas à quel point ça met la marque sur un piédestal, mais en tout cas, bon, c'est Netflix, c'est la série recommandée et vue par tout le monde en ce moment. Donc forcément, ça fait un coup de com', quoi. Ah bah ça Donc, fait un coup de com' s'ils sont visibles comme ça. Après, est-ce que c'est documenté ou est-ce que c'est sponsorisé? Ça, c'est une autre question. Tu vois. ouais. Si vous le savez, vous pouvez peut-être nous le dire. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Parce que ça fait une belle visibilité hein, Ouais, sur carrément. Netflix. Et en effet, moi je l'ai pas vu encore cette série, mais j'en ai entendu parler et elle m'intéresse pas mal, donc je ferai attention. Interdit au moins de 18, hein. Ah oui, Attention, c'est violent. c'est violent. Ah, Ah bah c'est ça, un violent. serial killer. Ouais. Ouais, mais après ça, des fois, ils sont presque sympathiques dans certaines séries, mais c'est pas des docu-fictions. C'est ça qui est traite, c'est qu'ils rendent sympathiques les Mm. méchants. Mais Bah bon, ouais. c'est du storytelling, hein, Bah c'est ouais, sûr. c'est ça. On enchaîne? Yes, carrément. Allez. Donc, notre Alors, sujet du jour, vas-y. ouais, moi ça m'a fait tilt quand je scrollais sur Untappd pendant mes vacances et je suis tombé sur donc je recherchais un peu les brasseries les mieux notées et bon bah il y avait Popin dans le lot, tout le monde sans doute et juste en dessous il y avait Popin Sauvage, donc ça faisait deux trucs, deux bonnes nouvelles pour lui on va dire, mais en tout cas il y avait marqué Popin et Popin Sauvage en dessous. Donc je Mhm. fais OK, donc c'est deux choses distinctes, un autre département, une sous-marque, je sais pas. Et du coup j'ai encore scrollé et puis après je suis tombé sur la montagnarde sauvage. Mhm. Et du coup je me suis dit mais what, enfin est-ce que c'est j'étais au courant que les sauvages existaient et qu'il y avait une trend chez les bières geeks vis-à-vis de ce type de produit. Carrément, ouais. Mais je ne savais pas que c'était au point d'en dissocier son identité, sa marque, quoi. Donc, bah, je voulais qu'on en discute ensemble et avoir ton retour là-dessus. Qu'est-ce que tu en pensais? Donc Ouais. voilà. Et ben en effet, c'est on va dire une nouvelle tendance, une nouvelle approche de la fermentation sauvage qu'on peut aussi appeler fermentation mixte. Euh, et en fait, c'est relativement nouveau en France. Je pense que ça doit se faire assez facilement ailleurs. Et en effet, alors je pense que c'est aussi une déviance. Dit comme ça, c'est bizarre, mais une petite déviance d'Untappd où à un moment donné, comme on n'est pas du tout sur le même type de produit, ni en termes de façon de faire, parce que c'est très spécifique quand même la fermentation mixte, la fermentation sauvage, et qu'on n'est pas non plus tout à fait sur la même clientèle. En tout cas, on est sur quelque chose de beaucoup moins grand public. Hein. On n'est pas, on va pas, quand on n'y connaît rien à la bière, on va pas acheter une bière de fermentation sauvage à 20 balles, 25, voire plus la quille, quoi. Tu Mm. vois. Dans Ouais, c'est sûr. l'imaginaire du grand public, une bière, ça doit pas coûter très cher, tu vois. C'est Et une c'est bière une de blonde. soif et c'est une blonde. Elle est encore décrite par sa couleur. On dit IPA et pas IPA. Mm. Je C'est ça. rigole. Ça, c'est un autre débat. Ça.
Mais donc on est vraiment on va dire, sur une gamme spécifique. Et c'est vrai que c'est tout nouveau, ça. En effet, t'as tout à fait raison. Ton constat est super intéressant. C'est que maintenant, on va jusqu'à créer des marques spécifiques. Alors avec quand même une référence on va dire à la marque mère, parce que là on a Popin Sauvage ou la Montagnarde Sauvage, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de dissociation. Et d'ailleurs sur Untappd, c'est en fait finalement presque deux brasseries différentes. Et je pense que c'est pour aller chercher du rating, notamment, et puis aussi pour placer les produits autrement. Ouais. Pour potentiellement pas chuter en note, tu penses, si des fans classiques n'aimeraient pas le côté sauvage, et ben on reste sur une core range plutôt accessible entre guillemets, et du coup on reste sur des bonnes notes et on dégringole pas parce qu'on fait une bière un peu trop vinaigrée ou ce genre de Alors tu choses. sais quoi? C'est marrant que tu l'appréhendes comme ça, parce que moi je l'appréhende à l'inverse. Ouais. C'est pour garder les bonnes notes sur les fermentations mixtes sauvages. Et pour pas que les core range, si tu veux, fassent baisser la note de cette partie sauvage. Oui, parce qu'on est sur Untappd et c'est plutôt typé geek. Donc on est plus Voilà. dans l'inverse, quoi. Donc Tout ce on qui est va plus être dans l'inverse. IPA, blonde ambrée, tout ça, ça va être mal noté globalement. Et, Ouais. ouais. Potentiellement, ça peut être mal noté parce que pour plein de raisons, hein, d'ailleurs, hein, parce que la personne qui goûte n'aime pas le style et en fait ne sait pas ce qu'elle aime pas, et donc mélange tout. Parce qu'on peut aussi avoir eu un petit souci de prod à un moment donné, un petit défaut que quelqu'un aurait pu détecter, et donc le signaler dans son commentaire et mettre une mauvaise note. En fait, c'est plutôt, moi, je pense, ouais, dans ce sens-là où on veut vraiment que les sauvages, tu vois, prennent le haut du panier un peu, tu vois, et justement se fixent Beer Geek, et on veut pas que on veut pas mélanger avec ces notes-là. Ça, c'est spécifique à Untappd. Et puis, je pense aussi que finalement, faire des sauvages peut ouvrir des débouchés commerciaux aussi. Et notamment, tu vois, moi, c'est un truc, ça fait un petit moment que je me dis que les brasseries n'exploitent peut-être pas assez les caves à vin, tu vois, en termes de débouchés commercial. Et finalement, arriver dans une cave qui serait un peu sur une tendance un peu bio, vin bio, biodynamie, tu vois, petit artisan, machin, et arriver avec une bière comme ça, avec un mélange un peu où en fait finalement les codes sont presque un peu ceux du vin. Hein, déjà en termes de prix, on s'en approche. Quand tu regardes aussi, justement, les marques et les gammes qui sont créées, les étiquettes sont souvent, tu regarderas, ça se rapproche aussi un petit peu, tu vois. Et moi, je me demande si c'est pas une façon d'aller chercher ces débouchés. Donc une niche un peu plus premium et peut-être un peu plus rare. Parce qu'au final, il faut bien se dire qu'une bière, ça peut être fait en un mois, tandis qu'un vin, c'est toujours plus chiant, quoi. Et puis il y a des vignes, et puis il y a du mauvais temps, la météo. Enfin, il y a énormément de paramètres qui font que faire du vin, c'est beaucoup plus complexe que faire de la bière. Et c'est pour ça, peut-être qu'au final, la bière est moins chère, ou en tout cas perçue par le consommateur lambda comme étant un produit peut-être moins noble que du vin, en tout cas en France. Alors, il y Mais a ça, il y a aussi tout le travail des indus, hein, de standardisation finalement du goût, qui, quel que soit le domaine, n'aide en rien. Alors oui, tu vas avoir l'impression de payer moins cher, mais en fait, tu payes moins cher à un truc qui n'a pas de goût, donc qui n'a pas de matière, qui demande finalement qui a un coût de revient qui est ridicule. Là, sur la craft, la bière craft, on est sur une approche beaucoup plus gustative. Et j'ai envie de dire que les bières sauvages, c'est un peu le haut du panier de cette approche-là. Toujours est-il qu'on reste en effet sur un produit bière qui va mettre un mois, allez, 6 semaines, parfois peut-être un peu plus à produire. Donc on a une créativité qui est très large. Sur les sauvages, c'est un peu différent quand même. Les passages en barrique, en dessous de 3 mois, ça marque pas de ouf, quoi. Tu vois, alors après, tu utilises des brettes, donc les brettes, ça va un petit peu plus vite, mais ça demande à s'affiner. Tu peux pas sortir une sauvage comme ça en claquant des doigts, donc faut pas non plus la laisser trop longtemps. C'est vraiment très spécifique, hein, fermentation on peut sauvage. pas la faire vieillir, tu penses? Une fois qu'on l'a achetée, il vaut mieux la boire le plus rapidement possible pour le coup. Non, par contre, logiquement, elle garde plutôt bien. D'accord. Ouais, elle garde plutôt bien parce qu'en fait, c'est finalement, la fermentation sauvage, c'est une fermentation naturelle. Tu vois, c'est pas quelque chose où si ça continue à fermenter, bon, faut éviter que ça prenne trop en carbo pour avoir une bière qui quand tu l'ouvres, t'en perds la moitié, ça marche pas. Mais
je veux dire, elle va, la levure, elle va continuer à bosser. Alors, sauf si elle est filtrée et recarbo en isobaro, enfin, où il y a une réinjonction de CO2, mais je pense que c'est des bières qui gardent plutôt très très bien. Donc ça vieillit bien. C'est aussi ce qui justifie peut-être aussi cette approche haut de gamme du produit. Et tu me disais en off aussi que, par exemple, pour la montagnarde sauvage, eux, c'était plus à l'envers parce qu'ils étaient à la base dans cette niche sauvage, et pas forcément juste éphémère. Ouais, pour moi, la montagnarde, je les ai connus comme une brasserie qui faisait des barriques. Tu vois, je viens seulement de découvrir qu'ils avaient des bières un peu plus basiques. Un exemple qui est vraiment parlant pour le coup, c'est la Malpolon. La Malpolon, lui, il a commencé direct avec des barriques et il a communiqué là-dessus. Ça n'empêche que les deux font aussi des bières, on va dire, plus de base, hein. Mais tu sens quand même que leur cœur de métier reste quand même le sauvage. Et je trouve ça assez intéressant. Parce qu'en fait, finalement, tu as plusieurs approches. Tu as ceux qui vont rester très traditionnels avec des styles très tradis, qui vont parfois sortir des éphémères peut-être un peu plus houblonnés, un peu fruités, un peu machin, mais qui vont rester quand même très, finalement, sur des codes plus grand public. Tu as ceux qui se testent au sauvage en achetant 5, 6, allez, peut-être 10 barriques, mais qui finalement... parce que la barrique, vraiment, ça demande à être suivi, tu vois. Limite, quand ça s'approche de la finale, il faut quasiment les goûter tous les jours, quoi. Ça demande une température de stockage spécifique, donc il faut faire attention aussi. Voilà, c'est un produit qui fermente naturellement et donc il faut le maîtriser en le laissant faire, tu vois. C'est assez particulier. Ouais. Et puis après, tu as toute la notion d'assemblage. C'est-à-dire que ta barrique, tu peux avoir 3 barriques qui viennent du même endroit, pour autant les 3 vont peut-être pas réagir de la même façon non plus. Qu'est-ce que tu fais ? T'assembles un tiers, 2 tiers, t'en jettes la moitié. Tout ça, c'est pas anodin. Il faut un palais, il faut savoir aussi où tu veux aller. Assembler. Tu vois, ouais, faut assembler. C'est le boulot du caviste dans les vignobles, quoi. Tu vois, c'est la même chose. Ou du sommelier, tout dépend comment on l'appelle, mais pour moi c'est un vrai boulot spécifique. Et certaines brasseries s'y essayent avec plus ou moins de réussite. Là-dessus, moi je mets toujours un petit attention quand même de pas vouloir absolument en faire parce qu'il faut en faire. T'en as qui commencent, on va dire, plus traditionnels et qui se lancent assez vite là-dedans parce que ils ont un intérêt, une passion là-dessus. Puis t'as ceux qui commencent directement en ne faisant que ça. Et c'est bien la preuve que c'est plus qu'une tendance. En fait, finalement, c'est presque un produit à part entière, quoi. Tu vois. Est-ce qu'il n'y aura pas une idée derrière de faire en sorte que toutes les autres gammes que produisent ces brasseries qui font des sauvages justifient que le prix soit cher ? Parce qu'au final, il y a dans mon groupe de potes, il y a énormément de gens qui se disent non mais une canette de Neipa à 8 balles, c'est mort. C'est pas possible. Et pourquoi ? Et moi, j'ai toujours... Tout le monde me dit mais pourquoi c'est aussi cher ? Pourquoi c'est cher ? Pourquoi c'est cher ? Et peut-être que s'ils se mettent dans un créneau un peu plus premium, vin, etc., ça justifiera le fait que leur autre core range coûte quand même, parce qu'il y a des matières premières, il y a du temps, c'est pas industrialisé, c'est plus petit. Je sais pas. Alors ouais, c'est marrant parce que pour moi c'est vraiment 2 clientèles différentes. Ce que j'ai pu remarquer moi par rapport aux clients que j'ai eu quand j'étais caviste, c'est que les gens rentrent dans la bière craft par curiosité d'abord. C'est des consommateurs, bien sûr, hein. Ils consomment de l'alcool, notamment de la bière, mais d'abord, si tu veux, c'est « Ah, tiens, c'est nouveau, je n'avais pas vu ». Et souvent, finalement, ils rentrent par le côté visuel et design, tu vois. Et puis, moi, j'ai envie de dire, fais goûter à tes potes ces bières à 8, 10 balles la canette. Parce que souvent, le truc, c'est qu'une fois que tu as mis le nez dedans, tu as du mal à en sortir, quoi. Alors ça peut prendre un temps plus ou moins long. Moi je sais que j'ai des amis notamment, moi je viens du Nord, hein, donc nous on a une grosse tradition sur les triples belges, sur les quadruples, sur les trucs, tu vois, sur le rapport qualité-cuite où tu bois pas trop cher mais à fort degré d'alcool, tu vois. Et je sais que certains dans mon entourage ont mis du temps à
ne serait-ce qu'à aller sur les bières un peu plus houblonnées. Je trouve ça super intéressant. Mais aujourd'hui, par contre, limite, ils ont plus que ça dans le frigo, quoi. Tu vois. Ouais. Donc après, que les 8 ou 10 euros la canette soient justifiés, je n'irai pas jusque-là. Moi-même, je trouve ça cher. Avant, je payais pas mes bières, donc j'ai envie de te dire, je pouvais pas tellement m'en rendre compte. Maintenant que je vais chez le caviste, que je suis cliente caviste et que je pars avec 10 bières et que j'en ai pour presque 100 euros, je me dis, ouais, faut avoir quand même les moyens pour se payer tout ça, tu vois. Ouais. Donc Ou c'est vrai que la passion, question peut se l'envie. poser très sérieusement. Pour autant, ces brasseries-là, ces canettes à ce prix-là, ont leur clientèle. Est-ce que c'est la même clientèle qui va acheter les bières sauvages à 20, 25 balles? Je suis pas sûre. Je pense peut-être même pas. Bah, c'est Tu des vois? curieux au final, donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, le fait qu'il y ait un assemblage et un temps de vieillissement, pour moi ça justifie amplement le prix. Et je me dis qu'une bouteille à 20 balles, la dernière que j'ai achetée c'était une Malpolon, je sais plus si c'était 20 ou 25, mais en tout cas bon, c'était au moins la barrière des 20 euros. Et vraiment j'ai trouvé ça hyper original, je préférais boire ça qu'un vin que j'aurais Mhm. acheté parce que je suis pas hyper amateur de vin, j'aime bien, mais je vois pas vraiment la différence gustativement parlant. Donc je préfère une bière qui ressemblerait à du vin. Et Ouais. d'ailleurs, c'est marrant quand je la propose aux potes, j'ai limite l'impression que c'est mieux de pas leur dire à la base que c'est une bière. Parce qu'ils vont s'attendre à un truc de type IPN et pas ou autre, Oui. Pale Tout à Ale, fait. et présenter ça comme de la bière, ils vont s'attendre à ce goût-là et du coup ils vont être déçus qu'il n'y ait pas l'amertume ou le truc qui va avec. Tandis que juste ouvrir la bouteille, bim, bon bah voilà, c'est un breuvage, c'est une potion, je sais pas comment Ouais. le dire, mais en tout cas Breuvage, c'est on le joli. sert et hop, on dirait du vin, on dirait et c'est fou, mais en fait quoi, c'est une bière et du coup oui, il y a des levures, c'est différent. Euh, en termes de storytelling, je trouve ça à la limite mieux. Mhm. Donc peut-être qu'ils veulent s'échapper aussi de. On parle de sauvage. Peut-être qu'en fait c'est juste un mot pour pas dire bière au final. Alors, on parle de sauvage parce que je pense que c'est à mettre en parallèle avec les lambics, tu sais. Je sais pas si Ouais. tu connais quand ils ont les lambics, c'est Ouais. une appellation qui est protégée. Donc, Ah, c'est protégé, ok. en fait, finalement, est-ce que ces bières sauvages ne sont pas, d'une certaine façon, des lambics, tu vois? Sauf que, utiliser ce terme serait un peu abusif. Alors, c'est gueuse qui est protégée, et lambic qui doit être une appellation. Alors, je sais que j'avais lu un truc là-dessus, ça avait fait débat. Enfin, toujours est-il que de toute façon, moi la première, si demain on me dit en France je fais du lambic, je vais peut-être un peu grincer des dents, tu vois, en me disant attends, lambic c'est Cantillon, c'est le Page-Hollande, c'est la Flandre Hmm. belge, tu vois. Enfin, Ah, donc ben c'est comme sauvage, champagne, c'est comme cognac, c'est comme. voilà, On utilise brandy quand c'est pas dans les lieux spécifiques. Enfin, donc ouais, c'est peut-être un peu ça, exactement. c'est ce Ben là nom c'est ça. générique pour. Et après, tu as plusieurs types de levures, enfin plusieurs techniques hein, pour faire monter en sauvage. Hein. Il y en a qui développent leur propre mix de levure, on va dire, leur propre levure ou même leur environnement. C'est par ça aussi qu'il faut, je pense à Sacrilège. Sacrilège, c'est une brasserie qui a été créée spécifiquement pour faire des sauvages. Et eux, ils sont en train d'essayer ils se font un environnement en fait avec leur propre levure, si tu veux. Ok. Il y avait un projet aussi Où ils d'étudiants les qui créent, tu voulaient. veux dire, c'est ça? Ouais, ils se créent leur environnement. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est les levures de l'air, tu vois, qui vont les champignons, parce que la levure c'est un champignon qui Hmm. vont venir coloniser les bières dans un cold chip. Donc une cuve à plat, tu sais, comme une grande baignoire. Tu vois, avec Ouais. pas trop de bière dedans, hein, tu vois, je te dis ça, mais ça va être à peu près ça. Et en fait, si tu veux, c'est les levures de l'air qui vont venir quelque part contaminer le mou, enfin Le qui mou. vont venir se développer dans le mou. Et donc, en fonction de l'endroit où tu es, c'est pas forcément les mêmes levures. Et du coup, ils Voilà. récupèrent ces levures pour les mettre après dans d'autres Et ensuite, processus, dans certains d'autres arrivent à brassins. les récupérer depuis, voilà, et puis pour les développer en labo, pour avoir leur Hmm. propre, tu sais, leur propre mix. C'est souvent un mix de levures, voire même Ouais. sélectionner celles qui sont, tu vois, qui pourraient être un petit peu plus sympas que d'autres. C'est assez technique, hein. Donc quand tu Ah commences ouais, à, bah en c'est plus, chimiste. tu vois, quand tu commences en plus à venir aller chercher tes propres levures, éventuellement les sélectionner, là on va très loin. Hmm. Mais c'est vrai que souvent, en fait, du coup, tu vas faire ta brasserie sauvage dans un autre endroit.
Tu vas utiliser aussi des poutres en bois ou au moins des bouts de bois parce que ça favorise. Parce qu'en fait, tu risques à un moment donné, quand tu vas mélanger ta bière sauvage et ta bière classique, il y a le risque quand même d'une contamination et d'un truc à gérer sur tes bières de gamme un peu plus compliqué, quoi. Tu vois, donc Ok. c'est quand même conseillé d'avoir un bâtiment un peu à part et idéalement aussi une embouteilleuse, enfin un système de conditionnement différent parce que ça peut être vraiment vraiment problématique aussi, quoi. Donc d'après Après, il y toi, en a qui mélangent tout. est-ce qu'il vaut mieux être geek, enfin, est-ce qu'on peut connaître les sauvages ou en goûter ou s'en approprier autre part que par les cavistes spécialisés au final? Aujourd'hui, pour l'instant, ça n'existe pas en GD, ça existe qu'en Alors, cave bière. ça c'est une bonne question parce que je le souvenir que Page 24 fait aussi des bières barriques. Je me demande s'ils les ont pas mises en GD. Ok. Alors ça, faudrait leur poser la question. Je pense que c'est possible de trouver des barriquiers en GD. Alors par contre, euh, je pense, de toute façon, c'est des éphémères la plupart du temps, hein, donc à des moments très spécifiques. Et je sais que ça intéresse les grandes surfaces d'avoir ce type de bien-là. Et peut-être que demain, dans la partie... d'ailleurs, ça me fait penser à un petit parallèle et un truc que j'aimerais évoquer avec toi. Dans la partie justement cave à vin, on va voir apparaître des bières qui seraient vieillies en barrique de vin rouge, de Bourgogne, de vin Mm. blanc, alsacien, on peut tout imaginer, et qu'elles sortent du rayon spécifique bière, on va dire classique, et qu'elles arrivent dans... Va savoir. Je sais que ça Ah bah ça pourrait. m'étonnerait pas du tout, hein. On est dans l'ère de toute façon où tout se mélange, où les brasseries et les distilleries font même des hard seltzer ou des RTD ou des Exactement. choses à base de bière, à base de malt, à base de spiritueux. T'as du Lion, du coup, dans le Rhône-Alpes, qui fait à base de céréales non maltées. Donc, Mhm. ils mettent brasserie du Lion, mais ils n'ont pas le droit spécifiquement de mettre le mot bière sur. Mais au final, on comprend très bien que c'est une bière. Donc, ouais, il y a plein de trucs comme ça où on mélange tout. Et le consommateur final, c'est à lui qu'il faut penser aussi. C'est déjà qui c'est. Est-ce qu'il va Ouais. en rayon bio? Est-ce qu'il va en GD? Est-ce qu'il va chez le caviste? Est-ce qu'il se procure ça sur Internet? Euh, donc à chaque fois qu'on se pose des questions sur comment brander son nom, ses départements, ses marques, ses sous-marques, il faut vraiment penser à quelle audience on vise en fait. Qui achète? Qui achète? Ouais. Et je voulais faire un petit parallèle avec, je sais pas si tu as vu là, récemment est sorti un article avec les bières de la brasserie Gallia. T'as pas vu Alors j'ai ça? vu que Galia était sur le délire Vière et je Mhm. vois ce mot, hein, ça fait un an que j'en entends parler, C'est mais ça, ouais. j'ai pas vu l'article. Il dit Pas quoi vu l'article. Bah là, ils disent qu'ils sentent enfin, qu'ils ont développé la bière. En fait, bière, c'est quoi? C'est un mélange du mot vin et du mot bière. Donc, tu vois, typiquement, euh, une bière, ce serait une grappe ale, tu vois. C'est une grappe ale, ouais. Voilà, c'est une grappe ale. C'est un mélange de vin et de bière, mais sauf qu'en fait, ils ont eu, comment dire, la bonne idée ou la mauvaise idée, en fonction de où on se place, de déposer le nom. Ah, ils ont déposé le nom. Eh Ok, ouais, ça je d'accord. l'ai appris il y a pas longtemps. Parce que je suis comme toi, hein, je voyais ce truc sortir, je trouve qu'il sonne pas très bien, hein. Moi, Non, ça sonne pas bien, ouais. je suis pas convaincue déjà à la base par le mot, mais en plus là, en fait, je viens d'apprendre qu'il l'avait déposé. Donc en fait, c'est un terme qu'on va même pas pouvoir utiliser dans le langage commun. Quelque part, j'ai envie de te dire tant mieux, parce que c'est moche. Ok. Mais voilà, donc c'est une marque, enfin c'est un mot déposé, je sais pas comment, c'est pas une marque, c'est ouais, un terme déposé, je sais pas comment on le dit exactement. Mais Ouais. ouais. Ouais, je sais pas non plus, mais. Ouais, je préfère encore le mot grappe ale et après, qu'est-ce que ça sous-entend vieillir? Est-ce qu'il y a forcément du vin mélangé dedans ou est-ce que c'est juste des vieillissements en barrique? Est-ce que machin, je Il peut pourrais y te avoir fouiller tellement de plus que trucs. ça. Est-ce que c'est fait à base de raisin? Est-ce qu'on fait juste des assemblages? Ouais, est-ce que. Tu Ouais. vois, pour moi c'est un assemblage, c'est un mélange des deux. J'irai là-dessus, mais bon après c'est intéressant, mais Et du voilà. coup, est-ce que Galia va faire un département spécial Galia sauvage? Ah bah ils ont déjà commencé parce qu'en fait moi de ce que j'ai compris c'est t'as la grosse usine Gallia en banlieue parisienne qui sert à faire justement les blondes, les blanches, les machins, les Hmm. petites IPA et tout et ils ont gardé Pantin justement pour toute la partie bière barriquée. Donc ils ont Ok. déjà en fait dissocié, d'où je pense justement toute cette approche marketing avec ce mot Hmm. bière qui est déposé tout ça. Je pense qu'ils sont déjà en train de vraiment
marketer toute cette partie sauvage. Parce qu'ils ont aussi les moyens de le faire et les stratégies. Ils ont quand même. C'est assez intéressant. Hein. Ouais, J'ai l'impression que la bière maintenant, la brasserie, c'est ça. Pour l'instant. Alors, on suit les codes. Il y a des choses qui se font aux États-Unis un peu plus tôt, et après, les Français commencent à développer ça. Moi, j'ai connu les sauvages avec Popin, et puis, enfin, pour l'instant, ouais, c'est grâce à Popin, je crois que je connais ce terme-là. Et après, je m'y suis intéressé. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, les core range blonde, ambrée, IPA, machin, et même tout ce qui est éphémère, NEIPA, Easy et tout, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on va voir Imperial Stout, Sour et les Grey Pale. Et j'ai l'impression que c'est deux départements au sein d'une brasserie qu'une brasserie moderne est censée avoir. Tout le côté core range pour les clients lambda qui aiment la bière sans être connaisseurs ou voilà, et la partie beer geek. Et qu'on est censé développer ça. Ouais, c'est toujours mieux. C'est comme, tu vois, c'est comme les hard seltzer ou même la limonade. Tu vois, c'est toujours mieux de toucher à tous les segments. Maintenant, c'est plus facile de faire une limonade. C'est donné à tout le monde de faire une limonade. Les hard seltzer chez moi, mais je pense que ça doit être jouable aussi. Par contre, faire une bonne bière, vieillie en barrique, équilibrée, intéressante, qui tient dans le temps, ça, c'est pas le même délire. Hein. Mais par contre, je pense qu'il y aurait plus d'argent à se faire dans un soda craft et moins sucré que dans une Grey Pale ou une sour difficilement accessible. Parce que les gens aussi aujourd'hui ils veulent aussi un peu moins d'alcool, donc il y a toutes les sessions IPA, il y a toutes les bières sans alcool. Et au final, ouais, qu'est-ce que veut le consommateur? On en revient toujours à la même chose. C'est ça. Mais après, la question, c'est est-ce que par là, la brasserie cherche pas une reconnaissance aussi différente? En tout cas, pour le cas de Popin, c'est sûr. Autrement, ils n'auraient pas dissocié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dissocié le nom, mais le logo est subtilement différent aussi. Tu sens qu'il y a quand même il y a des points communs évidents. Tu vois, on est sur les mêmes codes couleurs. Oui, on a le même nom. On a le logo qui est un peu transformé, mais qui reste quand même sur le même modèle. Finalement, c'est une marque. Ils ont capitalisé sur la marque. C'est une sous-marque. Ils ont capitalisé la marque. Et encore même, ce serait peut-être une extension plus qu'une sous-marque. En gros, ils ont tout capitalisé sur la marque mère et ils ont fait en sorte de mettre des codes sur les packaging pour qu'on s'y retrouve. Et ça me fait penser à l'article de blog que j'ai mis en place hier. Enfin, hier, ça dépend quand on fait le podcast, mais en tout cas, que j'ai mis en place en octobre, il n'y a pas longtemps. Donc, sur le blog de Studio Black Sounds, j'ai un article spécialement conçu sur l'architecture de marque parce que j'ai une méthode Hydre qui a été développée pour faire en sorte quand on veut croître, quand on veut s'étendre ou lancer des nouvelles extensions de marques, de gamme ou de produits, comment on fait? Et du coup, tout part du fait qu'il faut diagnostiquer sa marque principale, sa marque mère, et savoir à quel point on veut que cette marque mère soit impactante ou soit présente dans la décision d'achat du consommateur. À quel point elle va être moteur dans la décision d'achat. Donc en gros, on a notre marque. Est-ce qu'il faut que notre nouvelle ligne elle ait 50% du visuel sur la canette ou sur le packaging? Est-ce qu'il faut que ce soit marqué en haut ou en bas? Est-ce qu'on fait une sous-marque? Est-ce qu'on fait une marque sponsorisée? C'est-à-dire qu'on prendrait juste le logo de notre marque principale et on le met en tout petit, ou on met by machin, et qu'au final on a une toute autre identité graphique au-dessus, si on fait des hard seltzer, des limonades, tout ça. Donc il y a vraiment un côté intéressant à ce niveau-là, et pour pas se lancer à l'aveuglette dans une nouvelle ligne de produits, savoir si ça va marcher, comment on brand, comment on appelle. Donc voilà, je vous invite à lire, à aller voir tout ça, parce que ça peut être assez bien pour ceux qui commencent à faire du volume, quoi. Je pense qu'à partir de 3500, 4000 hectos, on peut commencer à se poser de réelles questions sur étendre notre brasserie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on le voit, hein, la créativité est telle que parfois, en fait, les gammes se mélangent, elles sont pas identifiables les unes par rapport aux autres. Même en interne, parfois on s'y perd, quoi, tu vois.
Et c'est important de savoir à qui tu vends quoi, en fait, au final. Je repars sur nos tendances, nos bières tendances, nos bières sauvages. Justement, Ouais. j'ai été chercher l'info, tu sais. Là, on parle de Malpolon qui est spécifique là-dedans. On parle de la montagnarde avec la montagnarde et la montagnarde sauvage, mais il y a une brasserie, tu vois, la Barbotte, qui a carrément fait une autre brasserie. Tu vois, je parlais de sacrilège, c'est parce que je voulais citer justement. À la base, ils ont une brasserie, et puis ils en ont fait une deuxième, complètement différente. Il Ouais. y a, si tu le sais pas, en fait, tu vois pas le lien. Hmm. Et ça, c'est aussi intéressant, tu vois. C'est pas marqué sur l'étiquette en tout petit derrière, au final. Je crois même pas, non. Ok. Je sais que pour la Valentinoise qui a créé Monochrome après, c'était subtilement marqué sur l'étiquette, mais bon voilà, si on Mais je sait crois pas, on sait que, pas. Et tu puis, vois, même monochrome, mais, je suis même pas sûre qu'ils continuent à le mettre, tu vois. Je pense que c'est parce qu'ils ont voulu profiter de la marque valentinoise qui était connue en local pour, peut-être au début, ouais. tu sais, Hmm. pour garder au Après, il y moins a pas des perdre histoires leurs de clients. naming, hein. Je crois il y a certaines lois, alors il faudrait savoir, il faudrait parler à un juriste, Mm. parce que normalement, tu es obligé de marquer le nom où c'est brassé, mais du coup, quel est ton nom légal? Est-ce que c'est un nom de sous-marque, d'un nom commercial, ou le C'est nom de ça. ta brasserie déposé? Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi des fois des amalgames, et le fait que tel ou tel distributeur soit pas forcément fan, ou ce genre de choses, tu vois, il faut faire attention Mm. à son naming et Ah ouais, potentiellement carrément. créer des extensions. Ouais. Carrément, et puis on le voit sur le long terme, hein, il y a des termes comme ça qui sont, tu vois, je pense notamment aux mots qui sont dans le langage commun. Tu te rends compte que, alors c'est rigolo, autant la bière c'est plein de créativité, autant on finit toujours par faire les mêmes choses, quoi. Tu vois, C'est ça, bah, tu peux comme la regarder, mode, comme. il y a Ouais. des brasseries dont les noms se ressemblent, tu vois, mais comme deux gouttes d'eau, et là tu fais les gars, vous auriez pas pu, genre, vous renseigner avant, ou faire preuve d'un peu plus d'originalité. Tu vois, et ça peut être problématique parce qu'on peut parfois. Alors il y a une histoire. Alors c'est pas ça, c'est un coup de pas de bol, mais et après on s'arrête là. Mais ceci dit, c'est intéressant justement pour cette histoire de naming, c'est que dans une même région, il y a deux brasseries qui s'appellent Merlin. Ils ont Ouais, ouvert c'est à peu près en problématique. même temps. Ouais, c'est problématique. Ils sont vraiment pas loin. Je sais pas à combien de bornes l'un de l'autre, mais ils sont vraiment sur la même zone de chalandise, quoi. Ils sont sur le même. Et en fait, il y a une brasserie, c'est un nom choisi, c'est Merlin Brewing Company, et l'autre brasserie, en fait, c'est son nom de famille. Ok. Sauf que la brasserie qui a choisi ce nom, Merlin Brewing Company, était précédée la brasserie Merlin. Donc Hmm. en fait, a tout à fait les droits d'avoir exploité ce nom, parce que en fait, l'entreprise a été créée avant. Or, quand tu crées une entreprise avec un nom spécifique, ça compte comme marque. Tu n'es pas forcément obligé de déposer un MP. De l'autre Ok. côté, c'est son nom de famille, donc c'est pareil. Il va pas changer de nom de famille, le mec. Tu vois? C'est Non, clair. mais, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est compliqué parce qu'il y en a un qui se fait appeler par des clients de l'autre. Enfin, tu vois, ça peut avoir des conséquences pour le business qui sont non négligeables, voire même graves, tu vois. Ou Et alors ils là, font tu du te dis co-branding. attention, quoi. Et puis. Alors, c'est ce que, oui, c'est ce que, alors, une des deux brasseries avait proposé de faire une bière en collab, tu vois, pour en rigoler un peu, tu sais, puis pour détendre l'atmosphère, parce que du coup, c'est forcément un petit peu Ouais. tendu. Mais l'autre a refusé, tu vois. D'accord. Mais oui, oui, faire du co-branding, mais à un moment donné, faut changer, faut qu'il y en ait un des deux qui change, tu vois. Hmm. Tu peux pas coexister dans une zone de chalandise. J'ai même envie de dire en France, bordel, on a une langue française qui est riche, on peut trouver des noms C'est différents, mais clair. bon là c'est pas Panoramix, de hop, bol, hein, en tu vois. celte. Ouais, celle, j'en sais rien, on peut s'amuser, et mais tu peux pas coexister comme ça dans une même zone Ouais, mais surtout pour le géographique. début. Et puis c'est que le début, quoi. Donc Bah c'est ça. j'imagine même pas quand ça va s'étendre et prendre plus d'ampleur. Ouais, ouais, Ah ouais, non, c'est ça sûr. marche pas. Mais c'est comme les noms de bières, tu vois. À un moment donné, bon, alors tout le monde dépose pas son nom de bière, mais bon, ça arrive, hein, régulièrement. Alors aujourd'hui, un nom de bière, ça vaut rien, mais demain, ça pourrait être les futures batailles juridiques qu'on verra, tu vois, dans la bière, Hmm. quoi. Vu qu'on se Avec plus de multiplie, on se 2500 multiplie. brasseries. Je me demande comment ils font aux États-Unis avec quasiment la barre des 10 000 brasseries en termes de C'est une naming bonne et tout. question. Ouais, Ah, je ça doit pense pas qu'eux, ils rigoler, sont je au pense. taquet, hein. Je pense qu'eux, ils ont certainement une base de données C'est une bonne question, ce serait à se renseigner, ouais, je pense qu'ils font super gaffe, en fait. Ils font hyper attention à pas
pas retomber sur les mêmes noms. Et puis peut-être que des fois ça passe, et puis des fois par contre, ça a des conséquences juridiques. Mais nous, on n'en est pas là. Mais ouais, ce serait intéressant de savoir comment font les Américains quand ils créent une bière. C'est clair. Où ils vont chercher leur inspiration. Enfin, comment ils vérifient que leur inspiration est unique. En tout cas, bière sauvage, working progress. Hein. On verra, on fera sûrement des épisodes sur ce même thème dans le futur pour voir un petit peu comment ça où ça évolue, nous mène surtout. Et si ça a été une bonne idée vis-à-vis de certaines voir brasseries si vraiment finalement si ça se développe au grand public, si c'est quelque chose qui devient qui rentre dans les habitudes de consommation de la bière. Ça c'est une question que je me pose, tu vois. Si on la rend de plus en plus accessible et à suivre, vraiment à suivre. Ouais. Ok. Voilà. Allez, session coup de cœur. Allez, session coup de cœur. Moi, c'était un petit coup de cœur sur une brasserie que j'ai découverte, que je connaissais déjà, du moins de nom, que j'ai découvert au Bruxelles Beer Fest. C'est la brasserie La Mule. Alors, la brasserie La Mule, moi, j'aime bien leur approche, puisqu'on est sur des recettes plutôt traditionnelles, mais très bien maîtrisées. Et puis, je trouve ils sont tout en canette. Hein, ils ont un petit packaging sympa qui fait un peu western, tu vois. C'est un mélange des genres. On est vraiment sur un design un petit peu différent. Et puis voilà, ils sont sur des recettes plutôt traditionnelles, des saisons, des lagers, avec de la finesse, pas d'ostentatoire. On n'est pas sur des trucs hyper aromatiques ou blonnés. On n'est pas sur des smoothies ou des Imperial Stout lactose, quoi. Voilà, on est sur une belle base. Et moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour ces bières, finalement, des bières de soif, mais qui sont pas toujours les plus simples à maîtriser. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Et là, je lisais un livre de Lagunitas, le dirigeant de Lagunitas, qui disait que généralement, voilà, les craft breweries qui sont les mieux récompensées, c'est celles qui arrivent à faire une belle lager, quoi. C'est un peu le Graal du brasseur. Mais assez intéressant du coup. Je vais en faire peut-être mon coup de cœur. Le livre qui s'appelle How to Start a Brewery, quelque chose comme ça. Vous regarderez sur Google. Voilà. Le mec de Lagunitas qui parle aussi de Sierra Nevada et compagnie et de tout son parcours, comment il est arrivé à créer son IPA légendaire. Et puis voilà. Ouais, et puis là, on est vraiment sur des brasseries, tu vois, t'évoques Sierra Nevada, on est vraiment sur des brasseries qui sont historiques aux États-Unis. Sierra Nevada, c'est une des premières brasseries dans les années 80 du renouveau brassicole, quoi. Les mecs, ils ont commencé, c'est cliché, mais dans un garage. Ouais. Et quand tu vois le résultat aujourd'hui, tu fais waouh! C'est bien, tu vois, c'est bien l'américaine, quoi. Ils sont partis de rien pour arriver sur un truc qui aujourd'hui est diffusé partout dans le monde avec, je trouve, quand même une qualité qui est autrement différente, justement, de la Bud, par exemple. Ouais, carrément. Et du coup, petit tips, allez voir comment ils gèrent leur portefeuille boisson sur leur site internet, comment ils dissocient leur gamme, etc., leur famille, et ils arrivent à créer des sous-marques qui n'ont rien à voir et qui sont un peu plus trendy. Je pense à Little Things et voilà. Et puis les éphémères, les saisonnières qui sont beaucoup plus old school tradi, la bière d'origine qui a un look vraiment old school, mais qui vend aussi. Enfin, en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'idées à prendre en compte et les Américains, ils sont forts dans le marketing. Donc, c'est clair. C'est clair. Et puis là, on est sur des marques qui maîtrisent vraiment toute leur image et qui ont les moyens aussi de le faire. Donc, faut pas hésiter, moi, je trouve, à s'inspirer, en tout cas, de ce qui nous plaît, quoi. Tu vois. C'est des gens qui ont testé avant nous leur marketing, donc si ça marche chez eux, pourquoi ça marcherait pas chez nous, tu vois. Voilà. C'est clair. Carrément. Bon, c'était bien cool. Ouais, mais c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Ludovic Mornan. Je suis Dorothée Van Act. Et on espère vous voir la semaine prochaine dans Milecto. Et à très bientôt. Ciao.